Si vous êtes développeuse ou développeur Angular, vous connaissez probablement Stephen Fluin. Et ça fait vraiment un choc, puisque quand on est développeur Angular, bon, on tombe forcément tôt ou tard sur lui. Il a fait d'excellentes vidéos, il a sa propre chaîne. Très bon pédagogue, développeur de l'équipe dans l'équipe d'Angular. Eh bien, jusqu'à il y a peu de temps, donc, puisque maintenant il quitte l'équipe d'Angular, donc ça fait un choc. Bon, il n'est pas mort hein, non plus, donc on le verra ailleurs, peut-être même participer à des talks sur Angular, mais en tout cas plus en tant que membre de la team Angular. Si vous êtes développeur Angular, Stephen Fluin ne fait plus partie de l'équipe. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Alors parfois on peut se tirer une balle dans le pied en pensant bien faire, et là cet article illustre très bien la chose. Donc je pense que vous connaissez l'acronyme DRY, Don't Repeat Yourself, qui consiste en fait également bon, quand on utilise une chose, du code une seule fois, bon, on peut le laisser tel que. Quand on commence à l'utiliser une deuxième fois, on a tendance à le refactoriser pour, par exemple, dans une fonction, à minima. Si c'est pas à le mettre en son propre module. Et là, c'est ce qu'il a voulu faire l'auteur. Donc, il a voulu appliquer ce principe dry pour eh bien, pouvoir réutiliser une expression régulière, hein, toute simple, hein, pour ceux qui connaissent l'expression régulière. En fait, c'est un motif qui vous permet de reconnaître, ici en l'occurrence, de détecter si cette chaîne là, qui va servir de test, est-ce qu'elle contient un chiffre. Ça aurait pu être juste 1 ou 10, ou il faut que c'est 123. Et donc pour créer une expression régulière qui est capable de reconnaître s'il y a un chiffre dedans, et bien donc vous prenez cette expression régulière qui consiste simplement à l'aide de /d, ça veut dire digits. Est-ce qu'il y a un digit? Et plus, ça veut simplement dire est-ce qu'il y en a un ou plus. En fait, là, ça va être considéré comme étant 3 digits. Hein, si on avait eu que 1, ce serait un seul digit. Et pour bien capturer toute la valeur 123, eh bien, il faut mettre un petit plus. Voilà, donc une fois que vous avez cette expression régulière, eh bien, vous pouvez la tester, parce que vous avez mis à disposition la méthode test. Qu'est-ce que vous testez? Vous testez cette string. Donc cette expression régulière sert à tester cette string. Bon, ok, pas de problème. Là, vous trouvez qu'il y a une chaîne, et si vous enleviez le 123, et qu'il y avait juste hello world, point d'exclamation, vous enleviez l'espace, et bien il vous dirait juste, non, il n'y a pas de chaîne trouvée. Il n'y a pas de digits, trouvés, de nombre trouvé. Et donc, dans un souci de dry, un peu extrême, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais me créer un fichier à part, et je vais parce que, bon, il pense qu'il va vouloir tester s'il y a un number à plusieurs reprises, donc il prend volontairement un exemple très simple. Donc voilà, il prend cette expression régulière qui teste s'il y a un ou plus de chiffres. Alors G globally, c'est simplement pour pouvoir tester s'il y avait plusieurs occurrences de chiffres. Imaginons qu'il y a eu 123 espace hello world, point d'exclamation espace 123, le G, ça vous permet de capturer tous les nombres qui auraient pu être dans la phrase que vous testez. Donc G, c'est pour globally. Et là, vous allez voir, il va se passer un truc assez étrange. Donc là, ici, il exporte son expression régulière. Donc ici, il l'importe à l'aide d'un require, à la mode de CommonJS. Il récupère son digits, qu'il a exporté ici, donc cette expression régulière. Et là, il teste. Bon, alors est-ce qu'il y a un digit? Là, vous doutez bien que ça va être oui, c'est true. Il teste maintenant cette chaîne qui comporte un autre digit. Et là, c'est false. Alors là, c'est quand même dingue. Et là, il teste de nouveau, et la même chaîne, le même number qui est, entre guillemets, bien, il se trouve qu'il est bien reconnu comme étant un digit. Et en fait, il a été victime du fait de vouloir optimiser son code. Finalement, on peut dire qu'il aurait été victime d'une autre chose. Bon, il y a le dry, don't repeat yourself, mais il y a aussi l'injonction à ne pas optimiser trop tôt son code. Et donc, en fait, en voulant optimiser son code trop tôt, en voulant le rendre en factorisant donc son expression régulière, il s'est fait piéger tout seul. Et pourquoi il a eu ce bug? Tout simplement parce que quelque chose qui match l'expression régulière, va pas revenir à zéro. Voilà, c'est bien expliqué. Heureusement que c'était bien documenté dans MDN. C'est que quand votre expression régulière, elle trouve, ici, dans le premier cas, elle a trouvé qu'il y avait un digit, eh bien, elle va pas ensuite repartir à zéro pour le prochain test. Elle va conserver l'index où était apparu le chiffre. Alors, je ne sais pas si elle prend l'index de début ou l'index de fin. En tout cas, une chose est sûre, elle repartira pas avec un index de 0, donc elle ne sera pas capable de voir qu'ici, il y a un digit de nouveau dans cette string. Comme elle ne le trouvera pas, là, elle va resetter son index, et cette fois-ci, la deuxième fois, elle le verra. Alors, c'est un bug qui peut clairement être un bug à s'arracher les cheveux, sauf que là, c'est assez simple. Mais ça aurait pu être une expression régulière plus complexe, et l'auteur s'est fait piéger, il a perdu pas mal de temps. C'est pour ça qu'au bout du compte, il dit, finalement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu resetter l'index, le last index, pour que ce soit 0 de nouveau, mais bon,
l'objectif c'était d'avoir à taper moins de code. Alors si maintenant il faut s'amuser à chaque fois à resetter l'index à la main, on gagne pas grand chose à avoir mis son expression régulière ici dans ce fichier en regex. Ah, mais la solution de l'auteur, c'est d'utiliser plutôt search quand il sait qu'il va avoir besoin d'utiliser la même regex à plusieurs endroits, avec des regex globales. Donc voilà, finalement, don't repeat yourself, le principe dry c'est bien, sauf dans quelques cas comme ça où ça vous tire une balle dans le pied, donc pensez aussi au fait soit d'utiliser le bon outil pour le bon contexte, et si vous voulez utiliser son expression régulière dans plusieurs fichiers, à plusieurs endroits, d'où l'utilisation de search. Et sinon, s'il n'avait pas voulu optimiser trop tôt, peut-être qu'il aurait pas eu ce problème. Donc, voilà. Si vous avez regardé les Muppet Show, vous reconnaissez Peggy la cochonne. Il l'appelle en anglais Miss Piggy. Et donc, il a créé en fait, Krasimir Tsenev, un petit test runner pour Puppeteer et qui vous permet de plus facilement utiliser Puppeteer. Alors Puppeteer, ça veut dire marionnette, marionnettiste, pardon. Puppet, c'est une marionnette en anglais, d'où ensuite le fait que il prend un nom de marionnette. Il y avait Peggy la cochonne, mais il y avait aussi Kermit. Bon, Kermit c'est déjà pris. En fait, toutes les marionnettes les plus connues du Muppet Show sont déjà prises, d'où le nom de son nouveau projet Miss Piggy. Et ce qu'il a voulu faire, c'est de rendre plus facile l'utilisation de tests dans le concept, de tests dans le contexte de Puppeteer. Et Puppeteer, c'est une version headless de Chrome, c'est-à-dire que ça vous permet de pouvoir créer des scripts avec Puppeteer très facilement, qui vous permettent ensuite de naviguer, d'aller sur une page, par exemple, mettons, c'est toujours l'exemple que je prends, mais d'Indeed, vous allez sur le site d'Indeed, vous pouvez demander à votre script de taper le nom de votre ville, le nom de la techno sur laquelle vous cherchez une offre d'emploi, de soumettre le formulaire. Et ce qui est fort, c'est que tant que la page n'a pas chargé les réponses, votre script attendra. Vous pouvez lui demander d'attendre qu'un certain tag soit apparu, donc vous rechercherez un tag qui apparaîtra lorsque vous êtes sur la page qui apparaît une fois que vous avez lancé une recherche d'offres d'emploi sur une région dans Indeed. Donc ça va pas casser votre script, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des hacks qui consisteraient à mettre un timeout assez élevé pour être sûr que la page soit loadée. Et de là, donc vous pouvez utiliser Puppeteer conjointement avec d'autres outils pour par exemple utiliser du web scraping pour récupérer le contenu d'une page automatiquement et puis sauvegarder par exemple sur une base de données locale ou distante, etc. Et donc l'exemple qu'utilise l'auteur dans ce petit article, il voulait par exemple voir si en naviguant avec Puppeteer, il y a une certaine page, il voulait tester, et comme on le fait dans les outils de test contemporains. Donc il fait un expect pour dire qu'il s'attend, ce à quoi il s'attend, c'est qu'il y ait quelque chose. Admettons, lui dans son cas, il voulait s'assurer que figurait par exemple dans un de ses articles de blog la durée, le nombre d'années depuis lequel il tient ce blog. Donc il expectait, il navigue vers une page HTML de son blog, et il fait un expect pour dire je m'attends à ce que contienne depuis combien d'années ce blog est en ligne. Donc vous utilisez cette syntaxe bien connue des testeurs. Alors il n'a pas voulu utiliser un outil existant parce qu'il voulait progresser également, puis il voulait quelque chose de plus simple. C'est pour ça qu'il n'a pas utilisé Jest Puppeteer. Et voilà ce que ça donne. Et vous pouvez voir que c'est très simple d'utilisation. Alors, tout commence par un module.export, donc il utilise la syntaxe propre à CommonJS. Et là, qu'est-ce que vous exportez? Simplement un objet qui comporte deux choses, une description. Là, il veut vérifier si... alors là, c'est le premier exemple. Celui que je vous ai cité avec le nombre d'années, c'était le deuxième exemple. Alors, il voulait vérifier la description de son package Miss Piggy. Et ensuite, là, ça c'est la première propriété. Donc vous avez une clé de description, une value qui vous décrit ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Et ensuite, vous avez des étapes, donc des steps. Vous voyez que c'est un tableau. En fait, c'est un tableau à plusieurs dimensions. Donc vous avez un tableau de tableaux. Et à chaque fois que vous avez envie d'avoir une nouvelle étape, vous ajoutez un tableau qui comportera le test en lui-même. Donc il dit ce qu'il fait. Il veut ouvrir la page GitHub de son projet Miss Piggy. Et ensuite, là, il y a tout simplement une fonction asynchrone à l'aide d'un async await. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il a créé un objet contexte. Ça se fait beaucoup si vous connaissez Koa. Il y a un objet contexte, pareillement, qui contient des choses que vous utiliseriez fréquemment. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Puppeteer. Alors là, c'est la syntaxe propre à Puppeteer. En fait, dans son objet contexte, ça comporte aussi bien ce à quoi vous êtes habitué avec Puppeteer, qui vous permet de naviguer, de cliquer, de faire des choses comme ça. Voilà, donc là c'est du Puppeteer. Il demande d'ouvrir une page. À quelle page? Sa page GitHub. On voit que c'est lui, c'est son compte GitHub, github.com/krasimir/misspiggy. Et d'attendre jusqu'à ce que le contenu du DOM soit loadé. Et deuxième étape, qu'est-ce qu'il fait? Il veut cliquer sur le package.json, et là, il demande à faire autre chose, de nouveau, à l'aide de son contexte. Là, par contre, ce click by text, là, c'est quelque chose qui est fourni par son package. Il avait besoin de chercher un texte et de cliquer dessus, le texte package.json.
En fait, il a un lien qui pointe vers son package.json. Et voilà. Et ensuite, il y a ce qui est très courant dans le monde du test, c'est que vous attendez quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il expectait? Il s'attendait à ce que son HTML, eh bien, il ait une valeur de test runner for Puppeteer. Donc, il s'attendait à ce que dans le HTML figure la valeur que c'est un test runner de Puppeteer, ce qui décrit ce que fait son package. Et donc voilà, dans le résultat, bon, vous voyez ce qu'il avait mis en description, hein. Il vérifiait le npm package description de Miss Piggy. Bah là, on voit que l'ouverture de la page se fait. Donc c'est Puppeteer qui ouvre la page. Quelle page? Celle de son GitHub. Et il cherche dans le HTML s'il y a bien test runner for Puppeteer. Il clique ici, ça a cliqué sur le package.json, le fichier package.json. Et dedans, il a trouvé un lien dont le title est package.json et qui pointe vers le package.json lui-même. Et là, donc à la fin, il a le bilan que le test a réussi. Et il est même possible de chercher dans les requêtes ce que vous avez demandé à effectuer. Donc là, par exemple, il y aura une requête. Ce sera quoi comme type de requête? Du get, donc il veut juste lire le contenu d'une page. Quelle page? Une page de Facebook. Donc voilà, j'aurais dû employer le terme qui est utilisé par les testeurs, c'est que vous créez des scénarios en fait. Donc voilà, ça permettait de créer un scénario, l'objet qu'on a vu avec la description et les étapes et ce à quoi on s'attend. Et c'est ici que je trouve le fameux exemple, je n'avais pas sorti d'un chapeau, où il voulait chercher dans un certain fichier HTML qui se trouvait de son blog, une page de son blog, et il voulait s'assurer qu'il y avait bien la phrase que ce blog est. Tiens, on retrouve notre règle de tout à l'heure, qui est un nombre qui dit que ce blog a X années. Donc il a bien trouvé le fait que son blog a 13 ans, je crois, de mémoire. Donc voilà, si vous voulez utiliser Puppeteer et un outil de texte, si on peut dire, mixé, pensez à Miss Piggy, donc Peggy la cochonne, mais là, en version package NPM. Et Node.js est loin d'être mort et loin d'être remplacé par Deno. Donc Deno va faire son chemin parallèlement, mais Node.js est utilisé par tellement d'entreprises qu'on sait très bien que ce sera là encore pour des années. Et donc là, l'objectif affiché est clair, c'est de faire en sorte que les 10 prochaines années de Node, parce que Node avait fêté ses 10 ans en 2020, et donc que les 10 prochaines années soient aussi bonnes que les 10 qui viennent de s'écouler. D'où cet article, et qui vous met également à disposition un petit repo qui vous permettra de savoir ce qui va se passer, quels sont Voilà, ça vous permettra d'avoir des discussions. Il y a ma caméra qui cache la vue sur les directions stratégiques de Node pour les 10 années à venir. Et j'ai vu qu'il y avait un lien, parce que j'ai répondu au questionnaire. Vous pourrez répondre au questionnaire si vous voulez aider justement l'équipe qui est chargée d'orienter la stratégie de Node pour les années à venir. Voilà. Taking the survey. C'est rapide, il y a une dizaine de questions, ça prend vraiment moins d'une minute. N'oubliez pas que dans le monde du back-end, ça va moins vite que dans le monde des librairies front, des librairies front où tous les 2, 3, 4 ans, ça s'est calmé ces derniers temps, mais les choses vont plus vite côté front que back, donc Node, si vous aspirez à devenir expert Node, ça reste toujours un pari peu risqué et payant. Ghost est un CMS assez populaire dans le monde de JavaScript, puisque c'est un CMS basé sur Node. Et l'avantage étant que, effectivement, il sera moins riche puisqu'il est là depuis moins longtemps que WordPress. Et l'avantage, c'est que si vous êtes un développeur JavaScript, vous pouvez rester dans l'univers de JavaScript, alors que si vous avez un back-end WordPress et que vous voulez vraiment personnaliser des choses, à ce moment-là, il faudra passer à PHP, ce qui n'est absolument pas un mal. Mais si vous n'êtes pas développeur PHP, vous ne serez pas dans votre univers habituel, même si en lisant du code de PHP, vous comprenez ce qui se passe, mais vous ne comprendrez pas les subtilités. D'où l'intérêt de Ghost. Alors, j'avais utilisé il y a quelques années, déjà 5 ou 7 ans, je ne sais plus, 7 ans c'est possible. Donc voilà, si vous vous souvenez, sur minjs.fr, quand vous avez envie de publier quelque chose, vous cassez pas la tête. Vous avez des choses comme les tags, mais pour le reste, c'est extrêmement facile. Vous mettez un titre, vous tapez, et pour avoir des liens, vous pouvez utiliser Markdown pour créer des liens, pour créer des titres, pour créer des list items, etc. Donc c'est extrêmement simple d'utilisation, et c'est pour ça que j'avais aimé. Vous ne perdez pas, vous passez pas votre temps à vous demander quel plugin utiliser, parce qu'en ce moment il y en avait très peu. Le but c'était justement de vous soulager du fait de configurer plein de choses complexes. Vous commencez à taper tout de suite, vous écrivez, vous ajoutez des tags, boum, vous publiez, c'est en ligne. Et bien là, Ghost avec cette version 4 est en train d'aller beaucoup plus loin. Et c'est vraiment une success story, parce que maintenant ils sont 21, d'après cet article que je vous mettrai en description. C'est une équipe de 21 personnes, et ils ont ajouté des fonctionnalités qui fait que ça devient plus complexe. Alors est-ce que le fait que moi j'avais adopté Ghost pour ça, c'est que ça me permettait uniquement de me concentrer sur le fait de publier rapidement, de ne pas me casser la tête à configurer des choses complexes. Voilà, maintenant ils ont ajouté des choses telles que des systèmes de paiement faciles à implémenter. Alors si on prend dans l'ordre, maintenant il y a un dashboard
bien détaillé, alors qui vous permet de gérer aussi bien vos contenus que le contenu des membres, parce que vous pouvez avoir des gens qui seraient éditeurs, des gens qui seraient simples, enfin bon, vous pouvez donner des rôles. Et de là, ensuite, ben, qu'est-ce qui a été ajouté? Ça a dû être ajouté dans une version antérieure de Ghost, parce que je n'avais pas suivi l'évolution jusqu'à cette version 4. Vous avez un système de membership et de souscription. Et ça va plus loin, parce que maintenant, ça intègre même la possibilité bien d'avoir une newsletter, donc pouvoir envoyer des newsletters aux gens qui s'inscrivent à votre blog. Donc on a l'impression que c'est en train de vouloir intégrer tous les outils qu'on utilise d'ordinaire parallèlement. Quand vous voulez gérer une newsletter, généralement vous utilisez MailChimp. Là, ça sera bienvenu. Bon, il y aura ce New Post Preview, donc c'est quelque chose qui vous permettra de voir à quoi ressemblera votre blog post, sur différents types de devices, aussi bien sur du web que du mobile, probablement différents types de mobiles, et aussi bien dans un email que sur différents réseaux sociaux. Bah, là où ça va plus loin, c'est qu'ils intègrent même la possibilité de pouvoir vendre des choses et de permettre de plugger facilement, que ce soit Apple Pay ou Google Pay, probablement Stripe, parce que Stripe c'est sous mon nez, mais ils n'ont pas mis en caractère gras étrangement, dans plus de 135 monnaies. Donc c'est en train de devenir quelque chose de plus gros. On sort de l'environnement purement dédié au blog pour en faire quelque chose, presque une boutique de e-commerce, hein. Presque un tunnel, comme disent les marketeurs, où là où vous allez avoir du contenu, permettre aux gens de s'abonner, proposer un produit, proposer un système de paiement. Donc voilà, Ghost non seulement continue son bonhomme de chemin, mais en plus continue à croître énormément. Ils embauchent d'ailleurs, si ça vous dit de travailler dans le contexte de cette entreprise, hein. Je pense que le télétravail doit être accepté. Vous pourrez même aussi proposer des thèmes, vos propres thèmes, et vous pourrez même mentorer en tant qu'expert Ghost des personnes qui ont du mal avec leur blog en Ghost. Et également, ils ont amélioré pour pouvoir automatiser. Vous savez que Zapier, c'est un outil qui est très utilisé, qui vous permet d'automatiser des tâches. Par exemple, avec Zapier, vous pouvez faire en sorte que quand quelqu'un s'inscrit à votre newsletter, vous aurez un zap qui pourra vous envoyer un email par exemple, ou qui pourrait ajouter l'email de la personne qui vient de s'inscrire à votre newsletter, je sais pas moi, à une feuille Excel ou à Airtable, à ce que vous voulez. Enfin, il y a vraiment des centaines de choses que vous pouvez faire avec Zapier. Ils ont amélioré leur application Zapier pour interagir plus facilement avec Zapier. Bref, ça bouge beaucoup dans le monde de Ghost. Et ce que j'attendais aussi, ce que je trouvais que c'était un peu cher, c'est qu'ils ont maintenant ces starters. Donc cette option starter à 9$, parce qu'il me semble qu'avant c'était plus cher, hein. Il y avait deux chiffres, alors je sais plus si ça commence à 29 ou pas. Et puis en plus, vous pouvez vraiment essayer puis arrêter si ça vous plaît pas, ou si vous avez vraiment un événement ponctuel, que, je sais pas, une fois que l'événement est passé, il n'y a pas de sens de garder votre blog post, hein, je sais pas, après un meet-up ou autre, bien, ou un concert, quand ça reprendra. Ben voilà, donc vous avez ce starter, cette version starter à 9$, et donc ça inclut également l'hébergement, ça inclut, bon, vous savez, si vous voulez tester une idée, il y a quand même 25 000 vues par mois, hein, donc si votre blog commence à être vu, et si on clique plus de 25 000 fois dans le mois, c'est qu'il se passe quelque chose, donc vous pouvez passer après à un plan supérieur. Bon, la seule chose qui me... Ouais, vous avez vu, vous serez en HTTPS directement. La seule chose qui me déçoit un peu, c'est que les custom themes, ils ont pas mis sur... c'est dommage qu'ils aient pas ajouté cette petite case ici, mais bon, on va pas chipoter. Donc voilà, Ghost continue à bien progresser, et si vous voulez gérer un blog en restant dans l'univers JavaScript, donc sans forcément passer par WordPress, bien Ghost pourrait vous intéresser, surtout qu'il n'arrête pas de progresser. Alors tout est dans ce titre principal, est-ce que vous utilisez les promesses ou async await de manière sûre dans l'univers de Node.js? Je te dis, bon, on n'est pas concerné, de toute façon ça doit concerner les gens qui utilisent autre chose que Express ou Koa, ou enfin les plus gros en fait. J'ai été assez surpris de voir que finalement Express ne gère pas nativement très bien les promesses en cas de problème. Bon, l'exemple concret, je vous mettrai l'article complet en description. Vous avez vu, ça ressemble beaucoup à ce qu'on aurait dans le monde d'Express. Imaginons que vous essayez de récupérer un user par son user ID. Donc ça, c'est la partie dynamique. Imaginons que ce soit du /user/1, /user/2 ou /user/bob ou /toto, ce que vous voulez. Et qu'ici, eh bien, vous avez en callback cette fonction asynchrone. On voit bien qu'elle est en train en fait, d'essayer de récupérer le user, elle est cette méthode getUser, en récupérant le paramètre qui est passé, donc ce user ID. Et ensuite, quand elle récupère un user, elle vous le renvoie sous forme d'objet JSON en guise de response. Et bien en fait, y compris dans le monde d'Express, si la promesse n'est pas résolue avec succès, donc si elle est rejected, ce qui risque de se passer, c'est que la réponse ne sera jamais envoyée. Et donc, vous vous retrouvez dans ce cas, vous savez, ça arrive quand on développe et qu'on oublie
soit d'envoyer une réponse, soit quand on a un middleware dans le monde Express et qu'on a oublié un next par exemple qui bloque la chaîne de middleware, qui empêche de passer au prochain middleware. Vous avez tous cette situation où finalement on ne reçoit pas de réponse et on voit bien qu'il ne se passe rien, donc que l'appli est bloquée. Eh bien, c'est ce qui se passerait dans l'univers d'Express, donc j'ai été surpris de voir qu'Express c'est le cas aussi. C'est qu'en fait, une promesse qui échoue, qui est rejected, eh bien, elle va vous amener à cet état où vous n'allez pas recevoir une réponse qui dira qu'il y a une erreur, vous n'allez rien avoir du tout, votre appli va planter. Votre appli va être suspendue en fait, en attendant d'une réponse qui n'arrivera jamais. Et donc, eh bien, c'est là que j'ai appris que Express ne supportait pas nativement le code asynchrone. Mais, en lisant l'article de ce même auteur, il est facile d'utiliser Express Async Errors, que voici. Donc, l'utilisation est simplissime, il suffit de faire un npm install de Express Async Errors, et ensuite de l'appeler en faisant un simple require. Voilà. Et là, ça vous blinde au niveau de promesses qui seraient rejetées. Donc voilà, une résolution du problème facile. Et sinon, il vous met en avant un framework qui, lui, gère bien nativement les requêtes asynchrones, qui s'appelle Restify. Je n'ai pas joué avec encore. Dites-moi en commentaire si vous avez joué avec et si vous l'avez aimé. Bon, il est encore loin de la popularité. Bon, il y a 17 000 stars, c'est plus qu'honorable, donc il monte bien en popularité. Mais bon, quand on compare le nombre de fois qu'il est installé, 195 000 fois, c'est de nouveau, c'est bien. Mais par rapport à Express, on est quand même sur une popularité extrêmement plus importante. Mais bon, il faudra jouer avec. Je m'amuserai avec. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous l'avez essayé, ce que vous en avez pensé par rapport à Express notamment. Et donc voilà, la gestion de promesses qui sont rejetées, finalement, n'est pas faite de manière quasiment automatique, comme on aurait pu s'y attendre. Voilà un petit outil qui vous permettra, un petit package de notes qui vous permettra de récupérer la taille d'une image, et elle supporte beaucoup de formats, sans avoir à récupérer, à télécharger toute l'image. Donc si à un moment donné vous avez besoin pour une application simplement de pouvoir tester, de récupérer des choses propres à une image, vous pourrez installer probe image size, et ensuite quand vous faites un require, ce probe, il est asynchrone, donc vous utilisez un await devant, et vous lui demandez de tester, par exemple, vous pointez vers une adresse, en commençant par son URL, / l'endroit où se trouve cette image, et vous recevrez un objet en réponse qui contiendra la taille, la hauteur, le type d'image, son même type, les unités utilisées pour la width, pour la largeur, et pour la height, la hauteur, et l'URL. Ensuite, ça vous montre différentes options. Vous pouvez même passer des options, et vous pouvez également vous en servir dans le contexte de streams, vous avez vu, donc là, et demander le package file system, et vous créez un read stream qui vous permettra de lire un flux, donc de lire les données propres à l'image morceau par morceau, et vous pointez vers l'image et vous aurez le résultat. Et même chose avec un buffer, il l'utilise de manière synchrone, d'où le suffixe sync. Donc voilà, un petit outil, c'est toujours sympa des petits outils quand on a un besoin très, très particulier, très ciblé, plutôt que d'avoir à utiliser des outils couteau suisse dont on ne servira finalement que d'une ou deux lames, si on peut dire. Alors si vous avez besoin d'avoir vraiment beaucoup de performance et que vous avez besoin d'un outil qui vous permettra de parser très rapidement du HTML, puis ensuite de pouvoir faire des requêtes sur ce HTML, comme on le fait par exemple en JavaScript classique avec du getElementById ou query selector all, etc. Vous pourrez utiliser ce node HTML parser, et c'est toujours la même procédure, finalement, npm install le package en question, node HTML parser, et de là vous pouvez voir, ce qui est mis en avant, c'est vraiment ces très bonnes performances, qui est bien même 2 fois plus rapide que le standard de vitesse dans cet univers-là, comme HTML parser 2. Vous pouvez voir que Cheerio, lui, celui-ci, je le connaissais, les autres, je ne connais pas. Par rapport à Cheerio, par exemple, Cheerio, on voit qu'on est 10 fois plus rapide quasiment. Et l'utilisation est simple, vous récupérez ce named import parse depuis une node HTML parser. Et là, vous pouvez parser du HTML. Là, il a pris un exemple tout bête, c'est une ordered list avec un ID et un list item. Et donc là, de là, vous pouvez naviguer. Et vous pouvez récupérer des choses à l'aide de first child. Sans doute, on peut pouvoir faire la même chose avec des siblings aussi. Une fois qu'on est descendu à point structure, ça vous donne la structure. Là, vous pouvez utiliser un query selector. Vous voulez récupérer quelque chose qui a pour ID list. On a vu que c'était l'unordered list. Ça vous donne ce que c'est comme tag name, quels attributs il y a, quels sont ses enfants, etc. Donc si vous avez besoin de récupérer des gros fichiers HTML pour les parser dans le but d'en faire autre chose,
et que vous n'avez pas envie d'impacter vos performances, pensez à Node HTML parser. Alors là, c'est quelque chose qui m'avait marqué il y a quelques années quand j'étais à table avec des... Ça devait être des DevOps, et je les entendais parler du fait qu'ils aimaient bien, c'est de pouvoir très facilement toggler, en tout cas enabler ou disabler, activer ou désactiver des fonctionnalités sur une application, comme ce qui permettait du coup de pousser en production des choses le plus tôt possible. Et puis en fait, si on se rendait compte que ça marchait pas, par exemple, on pouvait les disabler, ou si on avait envie de les rendre accessibles qu'à certains sites et pas d'autres, à des sites pilotes par exemple, on pouvait sous condition activer une fonctionnalité pour certaines personnes ou pas pour d'autres, ou si c'est pour des gens qui ont pris je sais pas moi, un forfait VIP, vous leur donnez une certaine fonctionnalité à d'autres pas. Ben voilà, là c'est le même principe avec ce package Unleash. Vous pouvez toggler ou ne pas toggler certaines choses. Et en plus, ça vous fournit les clients pour différents langages, soit JavaScript, Java, Go, etc. Donc vous pourrez ensuite eh bien, activer ou désactiver. Par exemple, ici, on voit que le paiement est désactivé. Et donc là, vous serez vraiment à la pointe de tout ce qui est... alors, est-ce qu'on rentre dans le cadre du delivery continu? Ça pourrait faire partie de cette famille-là. Et donc là, vous pouvez même tester si une certaine feature est enablée, vous faites quelque chose. Si elle l'est pas, vous faites autre chose. Ouais, si vous en avez besoin, vous le savez, je pense. Et donc, c'est facile de pouvoir ajouter ces fonctionnalités à vos applis à l'aide de ce package Unleash. Il y a une version commerciale, en fait, la version open source. Je vais sortir du dark mode. Voilà, elle comporte ces fonctions. Vous pouvez toggler ou ne pas toggler. Avoir des variantes, bon, soit pour faire du A/B testing, soit même vous pouvez avoir plus que... Apparemment, je ne connaissais pas cette appellation. Je connaissais toujours A/B testing, mais A/B ou N-testing, si vous avez trois options que vous voulez tester. Des stratégies d'activation, comme je vous disais, si vous voulez activer la chose pour certaines personnes, vous pourriez le faire par IP. Imaginons que vous voulez activer des choses par pays. Vous regardez dans la requête, de quel pays vient la personne qui a fait la requête. Vous pouvez décider d'activer des choses par langue, par exemple. Vous pouvez avoir des stratégies custom, etc. Et ensuite, vous avez plus de choses, bon, évidemment dans la version payante, et même y compris un support qui sera plus rapide et plus personnalisé. Si vous voulez faire de la vidéo dans le contexte de Node, de manière plus simple et plus performante, eh bien, vous pourrez jeter un œil à Mux. Et la doc est extrêmement bien faite. Je vous disais, c'est vraiment quelque chose important, c'est que souvent on adopte un outil où on passe son tour parce que selon que la doc soit bien faite ou incompréhensible. Et là, j'ai pu voir, vraiment, je pouvais m'amuser à voir... Voilà, il vous montre l'usage de base. Ce qu'ils appellent un asset, c'est votre vidéo. Une fois que vous l'avez, vous pouvez créer donc une vidéo qui sera gérée par Mux. Vous pointez vers l'endroit où se trouve votre vidéo et de là ensuite vous pouvez écouter des statuts avec vous voyez les webhooks pour savoir que ça va être plus loin. Voilà, vous avez vu la doc est très bien faite. Vous avez des starter guides pour voir comment streamer une vidéo, comment commencer un live stream, comment créer des clips depuis vos vidéos, etc. Tout est très bien fait, donc j'ai voulu en voir une en détail. Là, ça nous parlait des webhooks, oui. Donc, comme je vous disais, quand vous commencez à uploader votre vidéo, au départ, elle sera à l'état preparing, et vous pourrez, à l'aide des webhooks, être mis au courant du moment où elle sera à l'état ready, par exemple, au lieu de faire du polling où régulièrement, par étape, toutes les X millisecondes, vous vous demanderiez si c'est prêt, est-ce que c'est prêt, est-ce que c'est prêt, est-ce que c'est prêt. Là, grâce aux hooks, vous sera poussé le moment où la vidéo sera prête, et du coup, vous pourrez l'écouter comme si vous écoutiez du post dans le contexte de Node.js. Vous savez, quand vous écoutez le post produit depuis un formulaire, depuis un simple form qui poste vers votre appli Node, et bien là, vous pouvez écouter à quel moment arrive un post, parce que là, ils vous posteront le fait que votre vidéo est prête. Et à ce moment-là, vous pourrez réagir. Voilà. Et ce qui est vraiment très bien, c'est que vous avez des exemples aussi bien avec curl, que Node, Ruby, Elixir, etc. Donc, la doc est extrêmement claire. Donc, si vous avez besoin pour une application de pouvoir gérer la vidéo le plus simplement possible, Mux devrait vous intéresser. Toujours dans le registre des petits outils sympas, eh bien, quand vous avez envie de parser des durées pour qu'elles soient converties dans un format humainement plus facile à lire, eh bien, vous pourrez utiliser ce parse duration. Et si vous êtes arrivé jusque-là, en fait, j'en avais pas parlé en début d'année et j'avais trouvé ça très bien, parce qu'en fait, j'explore les jeux au fur et à mesure. La semaine passée, je vous avais parlé d'un jeu d'échecs fait... qui faisait à peine 1 kilooctet. Bon, là, c'est des jeux qui pèsent 13 fois plus lourd que 13 kilooctets, mais ça reste quand même impressionnant, surtout quand vous allez voir ce qu'ils font. Et donc, n'hésitez pas à voir ces petits jeux en JavaScript. Donc, vous avez la liste des gagnants. Et c'est impressionnant de voir ce qu'un développeur de jeux vidéo sans framework peut faire
Bon, en maîtrisant après tout ce qui est pixel shader, en se maîtrisant, en se faisant ses propres event loops, donc il passe pas avec 13 kilooctets. Il n'y a pas beaucoup de place, hein, vous pouvez pas utiliser un framework. Et pourtant, le résultat est là. Donc voilà, une petite friandise. Moi, je me suis amusé tout à l'heure avec ce jeu. Je crois que c'était le gagnant. Ninja versus Evil Corps. Dites-moi si vous aimez jouer avec des petits jeux comme ça, en 2D JavaScript, et bon, c'est plus en fait la réalisation du jeu en elle-même est enfin incroyable, c'est incroyable qu'ils fassent ça en 13 kilooctets. Voilà, comme toujours, vous pouvez vous initier à d'autres frameworks front comme Angular en 1h30, Vue en 1 heure, React et plus particulièrement les hooks via la playlist correspondante, sans oublier Node, Express et tant d'autres vidéos disponibles dans les playlists de Code Concept. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à